L'histoire commence avec un homme nommé Yoshioka Shigeru, un employé de bureau ordinaire qui pense qu'il n'y a plus rien à attendre de sa vie. Mais lorsqu'on lui donne une chance de recommencer dans un autre monde, il choisit de se moquer des pires statistiques possibles, et le résultat est qu'il devient un fromage fondu sous forme d'anime. À cause de cela, il perd immédiatement tout espoir de trouver une partenaire et, en raison de son apparence, il est forcé de vivre seul dans ce nouveau monde. Cependant, il ne perd pas complètement espoir, car on lui a secrètement attribué un système de super-pouvoir extrêmement puissant, ce qui est en fait l'un des monstres les plus forts, et ce n'est pas une exagération. Yoshioka est vendeur, mais il ne reçoit pas le respect de ses collègues à cause de son apparence. Malgré cela, il essaie toujours de mener une bonne vie. Un jour, alors qu'il est dans le train, il est soudainement attaqué par une passagère qui l'accuse de tentative d'attouchement, même si ce n'est pas vrai. À cause de son apparence, il est battu par les gens et jeté hors du train. La situation empire, la femme porte plainte, et Yoshioka est traduit en justice. On lui dit que personne ne le croira à cause de son apparence, alors il choisit de plaider coupable, ce qui lui coûte son emploi et le plonge dans une grave crise de la quarantaine. Des années passent, et la femme qui a menti sur son compte est démasquée. Il s'avère qu'elle a piégé de nombreux hommes pour de l'argent, mais au final, tout est découvert, et le corps de Yoshioka est complètement brisé. Il vit dans la dépression, le monde l'évite, et les économies et la richesse de ses parents s'épuisent peu à peu. La seule chose qui lui apporte un peu de réconfort est de lire des histoires de difficultés d'autres personnes en ligne. Une nuit, il tombe sur un article étrange et effectue un rituel pour aller dans un monde fou, n'ayant pas d'autre choix que d'essayer. À sa grande surprise, cela fonctionne. Un écran apparaît sur son ordinateur avec un texte indiquant de cliquer sur suivant pour commencer une nouvelle vie, mais il y a un prix, s'il veut retourner dans l'ancien monde, il devra sacrifier la moitié de sa vie restante. Pensant que c'est juste un virus, il clique sur suivant pour s'amuser, croyant qu'il pourra redémarrer son PC si quelque chose arrive. Mais lorsqu'il clique, un nouvel écran de création de personnage apparaît. L'âge est fixé par défaut à 16 ans, et la seule chose qu'il peut modifier est son apparence. La plupart des gens choisiraient probablement un personnage beau ou séduisant, mais pas Yoshioka. Il décide intentionnellement de régler son apparence à -255. En passant au menu suivant, il reçoit 13 000 points en échange de son apparence laide. Il aurait pu utiliser ces points pour renforcer ses statistiques, mais il ne le fait pas. Dans une section pour des conditions personnalisées, il ajoute des conditions absurdes, comme un taux de revenu de 0,00001%. Il stipule également que s'il est touché par une femme, 10% de ses HP maximum disparaissent immédiatement, et en cas d'intimité physique, il sera instantanément satisfait par une correction brutale. En raison du nombre de modificateurs négatifs qu'il a ajoutés, ses statistiques globales augmentent de 1000%, et ses points de paramètres bonus atteignent 1 trillion. Mais avant qu'il ne puisse les attribuer, l'écran expire, et il est transporté dans un nouveau monde où rien ne peut être fait. Yoshioka est surpris, car il pensait que c'était une blague, mais cela s'avère être vrai et choquant. Il se réveille dans une maison avec 2 femmes et un homme. L'homme, très masculin, enlève ses vêtements pour en donner à l'une d'elles et demande à Yoshioka de l'aider. Yoshioka enlève aussi ses vêtements, mais l'autre femme refuse, et la raison est évidente. L'homme se présente comme Seiji, et comme Yoshioka, il a 16 ans dans ce monde. Les 2 femmes se présentent comme Rizu et Seka. Quand Yoshioka donne son nom et son âge, personne ne croit qu'il n'a que 16 ans, vu son apparence. Cependant, Seiji essaie d'être gentil, lui fait des compliments et demande s'ils sont tous arrivés ici après avoir effectué le rituel trouvé sur Internet. Tous donnent la même réponse, et il est clair qu'ils étaient tous ivres. Pendant que Seiji et les femmes planifient leurs prochaines étapes, Yoshioka s'en va. Il n'a pas de pantalon, alors il cherche des vêtements dans un placard. En cherchant, il remarque une pièce d'or. Mais en essayant de l'atteindre, elle disparaît soudainement. Il réalise que c'est l'effet de son taux de revenu fixé à 0,001%. Plus tard, Seiji s'approche de Yoshioka pour discuter, et il commence à explorer la maison. Il trouve de nombreux objets utiles pour survivre dans ce nouveau monde. Seiji montre d'abord que les objets sont équitablement répartis. Surpris par les vêtements qui semblent enchantés et parfaitement adaptés au corps de Yoshioka, Seiji remarque que tous les objets sont équivalents, sauf les pièces, dont il n'en reste qu'une. Les autres trouvent cela suspect, alors Yoshioka leur dit qu'il n'a pas besoin d'argent, car il sent qu'il commence à le soupçonner. Et il est vrai qu'il a perdu une pièce, bien que Seiji ne veuille pas le laisser sans rien. Mais l'autre, cette désagréable, commente qu'il devrait accepter cela avec gratitude, car Yoshioka était probablement trop occupé à mater de la viande pour chercher les pièces. Cela l'offense un peu, mais il leur propose, en échange de l'argent, pourquoi ne pas lui donner la hache. Cependant, Seiji lui dit que s'il essaie de trop se mettre en avant, il risque d'échouer à nouveau. Yoshioka lui demande à quoi il fait référence, et Seiji s'excuse, expliquant qu'il parlait de lui-même, car il est très timide et son comportement égoïste a causé beaucoup de problèmes aux autres par le passé. Cette fois, il veut faire les choses correctement et ne veut pas le laisser seul, alors il lui demande de saisir cette nouvelle opportunité ensemble.
Yoshioka finit par se résigner, et il décide finalement de répartir l'équipement à l'aide d'un jeu, où le pauvre Yoshioka se retrouve avec le gourdin, c'est-à-dire les restes. Seiji prend en charge la lecture de la carte, indiquant où ils doivent se diriger. Cependant, de son côté, Yoshioka ne veut qu'abandonner le groupe et partir à l'aventure seul. Il pense qu'il vaut mieux les accompagner pour l'instant et se séparer à mi-chemin. Mais à peine ouvre-t-il la porte qu'un gobelin apparaît. Les filles paniquent, mais Seiji agit rapidement. Cependant, il remarque que d'autres gobelins approchent, alors Seiji prend le leadership, ordonnant à Seka de s'occuper d'attaquer à distance avec son arc, tandis que Yoshioka devra la protéger. Lui et la blonde iront au front pour attaquer. En mettant leur plan en action, Yoshioka pense que ce soi-disant timide n'a rien de spécial. Il remarque alors que cette maudite Seka, bien qu'elle ait pris l'arc, est tellement incompétente qu'elle ne sait même pas l'utiliser. Il décide donc de la laisser se débrouiller, mais il finit par être attaqué par un gobelin. Yoshioka décide de montrer sa grande puissance. Le problème, c'est qu'en frappant la tête du gobelin, il ne lui fait aucun dégât, se rappelant qu'il n'a pas eu le temps d'assigner ses points. Tant bien que mal, il parvient à vaincre le gobelin, montant immédiatement au niveau 31, grâce à son taux d'expérience multiplié par 10 000. Alors qu'il gagne 31 niveaux avec un seul gobelin, le beau gosse et la Lolita n'ont monté qu'un seul niveau après en avoir vaincu plusieurs. Yoshioka remarque qu'il est incapable de voir les écrans des autres, alors il décide pour l'instant d'assigner 1 milliard à chacune de ses statistiques. Le problème, c'est qu'en le faisant, il se retrouve enveloppé d'une lumière divine et obtient le titre de Dieu absolu. Juste à ce moment-là, un gobelin commence à l'attaquer, mais les coups qui lui faisaient si mal auparavant ne lui font plus rien. Il sent que c'est le moment parfait pour tester sa nouvelle force. D'un simple coup, il envoie valser le maudit gobelin, et maintenant, même sa verrue est toute puissante. À ce moment-là, il remarque que Seka traverse un moment difficile, alors il décide de l'aider un peu, en plaisantant sur le fait qu'elle souffre du syndrome de l'arc encordé et que son arc lui parle directement dans la tête, lui demandant de bien vouloir l'encorder. Elle finit par accepter, et en voyant qu'en une seconde elle remet son arc à neuf, elle lui demande s'il était dans un club de tir à l'arc. Enthousiaste, elle l'incite à utiliser son arc, et Yoshioka décide de tester une de ses techniques. Le problème, c'est que la flèche part complètement à côté. Cependant, soudainement, le ciel s'illumine, et un immense dragon descend sur eux, anéantissant tous les gobelins et laissant tout le monde sous le choc. Seka lui demande, c'était quoi, ça? Et il répond qu'il était effectivement dans un club de tir à l'arc. Maintenant que son arc est encordé, Seka décide d'aider les autres en voyant que d'autres ennemis approchent. Cependant, elle s'avère être plutôt pathétique, et aucune de ses flèches n'atteint les maudits gobelins. Seiji et la blonde décident alors de se débrouiller seuls. Seka, de son côté, est déprimée, car elle a épuisé toutes ses flèches sans en toucher un seul. Pris de pitié, Yoshioka utilise sa compétence de fabrication pour créer des flèches et les place discrètement, en disant que les gobelins laissent tomber des flèches. Enthousiaste, Seka recommence à attaquer, et je déduis que ce qu'elle a de beau, elle l'a aussi de stupide. Une fois les monstres vaincus, le groupe continue son chemin vers la ville d'Indria. Alors que les trois autres se dirigent avec enthousiasme vers un restaurant de hamburgers, Yoshioka profite de l'occasion pour les abandonner, car bien qu'ils ne soient pas de mauvaises personnes, ils préfèrent être seuls. Mais en arrivant près d'une fontaine, son estomac se met à gargouiller. Un petit chat s'approche, et en voulant le toucher, il se souvient que s'il touche une femme, il perdra 10% de ses HP, alors il décide de ne pas le faire. Cependant, à ce moment-là, Seka apparaît, et effrayé, il finit par tomber dans la fontaine. Après avoir séché ses vêtements, elle lui montre un énorme hamburger, lui disant qu'il est délicieux et que c'est une manière de le remercier d'avoir encordé son arc. Elle lui demande de le manger, ajoutant que même s'il est pauvre, il n'a pas à être timide. Quelle fille généreuse! Yoshioka décide d'accepter. Le problème, c'est qu'en touchant ses doigts, il subit une énorme quantité de dégâts, ressentant une douleur écrasante en perdant 10% de ses HP. Il entre en état de choc, ressentant une véritable terreur. Mais il remarque que Seka est un peu triste, car elle lui a acheté ce hamburger, et il l'a jeté comme ça. Yoshioka s'excuse, expliquant que comme elle était si jolie, ses mains tremblaient. Mais il lui dit de ne pas s'inquiéter, car il va quand même le manger. Cependant, Seka lui répond qu'il ne peut pas faire ça et lui offre son déjeuner, précisant qu'il ne doit pas s'inquiéter du prix, car elle est riche. De plus, elle le fait parce qu'en plus d'avoir encordé son arc, elle a remarqué qu'il lui a fabriqué des flèches en secret. Yoshioka est surpris qu'elle l'ait su, car il pensait qu'elle n'était qu'une princesse innocente élevée dans le luxe. Finalement, il accepte le hamburger et commence à le manger, pensant qu'il devra d'une manière ou d'une autre lui rendre l'appareil. Lorsqu'il voit que le reste du groupe part à sa recherche, il décide de reporter son aventure en solitaire pour accompagner ses jeunes. Un peu plus tard, le groupe se retrouve dans l'armurerie, où la fichue Seka achète une quantité absurde de flèches, très confiante parce qu'elle est une fille riche. Shigeru s'en désole, car lui pourrait lui fabriquer une grande quantité de flèches. Juste à ce moment-là, le reste de l'équipe les rejoint en leur annonçant qu'ils ont trouvé une auberge, et qu'il vaudrait mieux aller se reposer.
Bien que Shigeru leur fasse savoir qu'il dormira dans le parc, Seka, se souvenant qu'il est pauvre, lui propose de lui payer une nuit. Cependant, il refuse, mais comme la gamine est capricieuse, elle fait une petite mine triste, ce qui pousse Shigeru à accepter finalement. Et le soir, à l'auberge, pendant que les filles prennent un bon bain et que Seiji s'occupe de gérer son argent, Shigeru pense qu'il ne peut pas continuer à lui devoir des faveurs. Cependant, maintenant qu'il est fauché, il doit dépendre de son argent, alors il tente de trouver une solution pour sortir de cette situation. Et le lendemain, quand le groupe se lève, ils ont la surprise de découvrir que Shigeru leur a préparé le petit déjeuner. Ils lui demandent d'où il l'a eu, et Shigeru leur répond qu'il a fait semblant d'être un salarié qui dort au bureau. Seka ne comprend pas cette référence, alors en gros, c'est faire semblant d'être un pauvre salarié pour susciter l'empathie des gens. Et dans ce cas, ils lui ont tout donné parce qu'il avait l'air vraiment misérable. Mais en poursuivant l'histoire, Seka lui dit qu'il ne peut pas faire cela juste parce qu'il est pauvre. En plus, s'il a des problèmes, il n'a qu'à lui demander, à elle, la fille riche. Shigeru pense alors qu'en réalité, il l'a déjà remboursé, car même s'il n'a pas d'argent, il existe toujours le troc. Il a donc fabriqué une grande quantité de flèches avec sa compétence et les a données aux marchands d'armes. Le détail, c'est qu'il gagne 60% de moins de profit, donc le commerçant l'a récompensé avec des coupons gratuits et quelques produits alimentaires. Mais l'important, c'est qu'au moins, il a rendu l'appareil à Seka. De son côté, Seiji leur annonce qu'il est temps de se préparer pour une nouvelle aventure, car désormais le principal est d'assurer leurs revenus, puisque les gobelins qu'ils ont vaincus avant ne leur ont laissé aucun argent. Shigeru remarque que Seiji est assez observateur, tandis que Seiji informe les filles qu'il y a une grotte près de la ville, et que ce serait une bonne idée d'aller l'explorer ce jour-là. Les filles trouvent que c'est une bonne idée, cependant, juste à ce moment-là, ils sont interrompus par un type étrange, qui leur dit que tout comme eux, il s'est aussi réincarné dans ce monde, et qu'il pourrait leur servir de guide. Seiji et Shigeru restent méfiants, mais l'idiote de Seka est très innocente, et avec seulement quelques coupons de réduction pour l'auberge, il réussit à gagner sa confiance. Seiji lui demande directement qui il est, et il se présente comme Kyoshiro, un humble guide qui gagne sa vie en guidant les débutants comme eux. Shigeru pense que ce type est très louche et qu'il est sûrement derrière les nouveaux aventuriers. Cependant, comme lui possède le pouvoir du dieu absolu, il saura se débrouiller si les choses tournent mal, donc il décide de laisser Seiji s'en occuper. Il se dit que d'une manière ou d'une autre, ils doivent économiser, alors il accepte de l'engager, et après être parvenu à un accord, il se dirige vers la grotte d'Arga. En chemin, il tombe à nouveau sur un grand nombre de gobelins, où Seka montre ses grandes compétences, pour ne pas toucher la cible. Kyoshiro lui recommande de faire plus attention, car elle tire des flèches au hasard. Elle lui répond qu'il n'y a aucun problème, car elle en a à foison, alors il lui conseille d'imaginer que chaque flèche coûte 100 000 millions de yens. Avec cette idée en tête, Seka décide d'améliorer sa précision, réussissant enfin à toucher un gobelin. Le groupe continue leur chemin, tandis que Shigeru remarque qu'en réalité, il est bien en train de guider des débutants, et qu'il a peut-être douté de lui uniquement parce qu'il a une tête de vendeur louche, sûrement à cause de son expérience amère dans la vente. Il leur a même recommandé d'utiliser ses casques, qui semblent avoir été laissés par le groupe précédent. Un peu plus tard, le groupe s'entraîne sous les instructions de Kyoshiro, qui demande à Shigeru s'il ne compte pas se joindre à l'entraînement, mentionnant qu'avec un bâton, il est bien plus difficile de gagner de l'expérience. Shigeru ferme les yeux, pensant qu'en réalité, il est déjà au niveau 61. Kyoshiro, croyant l'avoir découragé, lui dit qu'il ne doit pas se démoraliser, car selon les rumeurs, le bâton a des compétences finales incroyables. Shigeru pense qu'il a raison, car le matin, en sortant fabriquer des flèches, il est tombé sur un orque géant, l'ennemi parfait pour tester la compétence la plus puissante du bâton. Cependant, une fenêtre d'avertissement lui signale que s'il utilise ce pouvoir, une zone de 200 km autour de la ville disparaîtra, provoquant des pertes estimées à 1 521 851. Il décide donc évidemment de ne pas l'utiliser. Kyoshiro lui dit alors qu'il doit être plus actif au combat, car sinon il prendra sa retraite prématurément comme lui, révélant qu'il appartenait autrefois à une compagnie de mercenaires. Le chef était son camarade, mais il s'est retiré à cause d'un déséquilibre de pouvoir, et même un de ses collègues a fini par garder le trône. Il est au niveau 80, mais ses statistiques atteignent à peine 160 en moyenne. Shigeru fait une tête surprise, non pas parce qu'il est fort, mais parce qu'il le trouve très faible. Un peu plus tard, ils arrivent enfin à la caverne, où Seka agit comme d'habitude, innocente et complètement inutile. En avançant, Seiji lui demande quel âge elle a vraiment, avouant qu'il avait 30 ans dans le monde réel. Elle décide de lui dire la vérité. En réalité, elle n'a pas 16 ans comme elle est apparue dans ce monde, mais 17. Et donc, ils continuent leur avancée tout en la distrayant pour qu'elle ne fasse pas d'idiotie, guidés par le vieux Kyoshiro, et après avoir affronté des chauves-souris géantes, ils arrivent à l'entrée de la salle du boss. Seka tente de l'ouvrir, mais s'arrête juste avant. Kyoshiro la félicite, car son niveau est encore trop bas et si elle avait ouvert cette porte,
elle aurait été désintégrée, car le monstre boss est très puissant. Shigeru trouve cependant étrange qu'il y ait un boss intermédiaire au tout début du jeu. Seiji remercie Kyoshiro pour les avoir guidés. Avant de retourner à la ville, il veut les emmener à un événement spécial, les conduisant à une étrange porte intitulée salle de réunion, en disant que c'est un point sécurisé où ni les monstres ni la magie ne peuvent entrer. Mais Shigeru est convaincu que c'est un mensonge, car dans un rayon de 200 km, il n'y a aucun point sûr. En entrant, il trouve des boissons et des snacks. Kyoshiro leur dit que c'est comme une fête de bienvenue pour les aventuriers arrivés récemment dans ce monde. Mais Shigeru remarque que les boissons sont empoisonnées, bien qu'un truc pareil ne puisse rien lui faire. Seiji déclare alors, même s'il apprécie le geste, qu'il préfère retourner à la ville avant la nuit. Kyoshiro comprend, et essaie de susciter un peu de pitié en leur disant qu'il ne va pas les forcer, ce qui fait culpabiliser Seiji, qui s'excuse immédiatement et avoue avoir douté d'une personne aussi bonne que lui. Kyoshiro lui répond que ce n'est pas grave, tandis que Shigeru se souvient que Seiji est un vrai bon gars. Kyoshiro lui demande alors s'il accepterait une boisson, et tout ému, Seiji accepte avec plaisir. Un peu plus tard, le groupe mange et boit, et Shigeru en profite pour leur demander ce qu'ils faisaient avant d'arriver dans ce monde. Cependant, la question met tout le monde mal à l'aise, et il s'excuse car c'était un peu impoli. Pourtant, Seiji décide de lui raconter son passé. Lorsqu'il était étudiant, il a quitté la maison parce qu'il en avait marre de tout. Les années passant, il a fondé une entreprise appelée Success Life. Shigeru est surpris, car un jour il a vendu quelque chose à cette entreprise, réalisant que le président de cette entreprise n'est autre que Seiji. Celui-ci raconte qu'un vendeur porte-à-porte leur avait vendu une photocopieuse hors de prix, et après négociation, ils ont trouvé un accord. Shigeru pense que ce vendeur, c'était lui. Seiji ajoute que ce vendeur était spécial, car il lui avait recommandé, en tant que président, de s'amuser un peu plus. L'enthousiasme de cette personne l'a motivé à déléguer à ses employés pour profiter un peu de la vie. L'entreprise a tellement grandi qu'elle est entrée en bourse. Cependant, quelque temps après, il a fait couler l'entreprise à cause d'un accident avec une intelligence artificielle en développement. Tous ceux impliqués ont été affectés, et lui a fini avec des troubles mentaux. Ce vendeur lui avait donné une chance, et il n'a même pas pu se racheter. C'est pourquoi, en arrivant dans ce monde, il a juré de ne trahir aucun de ses compagnons. Il révèle alors que le nom de ce vendeur était Shigeru, et lui demande quel est son nom de famille. Mais Shigeru, pour ne pas être reconnu, lui invente un nom, Sasaki. Mais à ce moment-là, ils sont tous affectés par le poison, et sans perdre de temps, les bandits arrivent dans la salle. Cependant, Shigeru ne semble pas affecté du tout, observant calmement la scène. Pendant que Kyoshiro ordonne aux bandits de ramasser la marchandise pour aller la vendre, Seiji se lève péniblement, avertissant Kyoshiro de ne pas toucher à ses compagnons. Mais il l'ignore, et, légèrement irrité, il leur demande d'arrêter. L'un des bandits le saisit par le bras, pendant que Kyoshiro lui dit que son erreur a été de faire confiance à la mauvaise personne. De son côté, Shigeru observe tout en pensant qu'il doit attendre le moment parfait pour intervenir, car son pouvoir est tellement déséquilibré qu'un seul de ses coups pourrait aussi blesser Seiji. Cependant, Seiji frappe le bandit, parvenant à se libérer, et furieux, il demande à Kyoshiro comment il a pu faire une chose pareille. Beaucoup de personnes arrivent dans ce monde avec le cœur brisé par leur vie précédente, et alors qu'elles commencent juste à reprendre espoir, lui les trahit et les vend comme esclaves, détruisant leur seconde chance. Kyoshiro, avec un sourire, lui répond qu'en réalité, tous ceux qui arrivent dans ce monde sont des laissés pour compte, et que c'est lui qui a été trop naïf en faisant confiance à quelqu'un. Seiji les avertit qu'il ne les laissera pas toucher à ses compagnons. Mais les bandits foncent à nouveau sur lui. Heureusement, Shigeru se lève et les attaque avec son seau porcin, pensant qu'il doit utiliser des attaques maladroites, car s'il active l'une de ses compétences, cela pourrait provoquer un désastre. Mais Seiji le gronde, lui disant qu'il est imprudent et qu'il ne peut pas le laisser se battre seul. Il lui fait savoir qu'il est aussi très fort, capable de vaincre ses ennemis en un seul coup. Shigeru se demande de quoi il parle, quand soudain, les bandits attaquent à nouveau. Mais Shigeru utilise son corps volumineux pour les repousser facilement, en pensant que s'ils veulent vraiment lui faire du mal, le mieux serait qu'il lui envoie une fille. Seiji demande à Shigeru de fuir, car lui peut tous les battre d'un seul coup. Pendant ce temps, Shigeru se fait attaquer par tous les bandits, mais cela ne l'empêche pas de donner un coup de fesse à Kyoshiro. Ce dernier tente de se défendre, mais Seiji, désormais furieux, décide de dévoiler sa compétence, les avertissant que la lumière de sa main transperce toute malveillance, et qu'il vaut mieux qu'il se rende, car il a fait un serment dans les notes spéciales. En échange de tous ses points bonus, il a juré d'utiliser ce grand pouvoir. Shigeru est surpris de constater que ce fou a mis tous ses points bonus dans sa compétence finale, réalisant que l'attaque de ce garçon est complètement déséquilibrée. Mais les bandits n'ont pas l'intention de laisser leurs marchandises ici. Ils annoncent qu'il leur suffit de lui arracher la main. Ils foncent sur lui, mais Shigeru intervient pour bloquer l'attaque, disant à Seiji qu'il fera le bouclier, car ils sont en désavantage. Il se souvient qu'être une bonne personne, dans son ancien monde, ne faisait que lui faire perdre. C'est pourquoi, dans ce monde,
il veut que les bonnes personnes soient récompensées. Il dit à Seiji qu'il ne compte pas fuir, et lui demande de les éliminer, l'appelant chef. Et Seiji, avec une détermination totale, libère tout son pouvoir, transformant son corps en une créature angélique. Kyoshiro se demande ce que diable est cette chose, alors que Seiji se présente comme le héros indomptable, Aldea. Tout le monde est choqué par la transformation ultra stylée de Seiji, mais il va maintenant utiliser ce pouvoir pour vaincre ses ennemis. Enfin, en réalité, non. Il s'arrête au dernier moment car il pense que c'est à la justice de les juger. Même si le plus simple serait de les punir sur le champ, cela ne leur donnerait pas l'opportunité d'expier leurs crimes. Il espère qu'ils seront jugés par la loi, regretteront leurs péchés, et pourront renaître. Shigeru pense que Seiji est vraiment trop gentil. Kyoshiro décide alors de se rendre. Seiji les avertit, s'ils s'en prennent encore à ses amis, il ne montrera plus aucune pitié. Shigeru sait que c'est une mauvaise idée de tourner le dos à un type comme Kyoshiro. Ce dernier attaque traîtreusement, mais Shigeru fait l'exprès de tomber pour le gêner un peu. Comme la situation tourne mal, il se met littéralement un doigt dans le nez, balance une crotte de nez et provoque une explosion qui fait s'écrouler le mur. Tout le monde se demande ce qui s'est passé, et comme Shigeru ne veut pas être démasqué, il commence à inventer une histoire, que c'était le pouvoir de Seiji, qu'un faucon blanc est descendu en réponse à la colère du héros, etc. Le pire, c'est que même Seiji y croit, et les bandits se mettent à lui demander pardon, impressionnés par ce pouvoir miraculeux. Maintenant qu'ils savent qu'ils n'ont aucune chance de le battre, ils pleurent et jurent de ne plus jamais faire le mal. Shigeru pense qu'ils ont peut-être vraiment changé, alors il leur ordonne de se mettre en ligne. Ensuite, il demande à Seiji, ou plutôt à Aldean, de leur balancer son attaque spéciale. Comme ils refusent, Shigeru lui demande au moins de leur mettre une gifle. Puisqu'ils ne comprennent pas la douleur des autres, il faut leur enseigner ce que ça fait. Shigeru pense que c'est une bonne épreuve pour voir s'ils ont vraiment changé. Seiji accepte, mais il se débarrasse d'abord de sa transformation, jugeant que ce qu'il va faire n'a pas de sens sous cette forme. Une fois prêt, il commence à leur donner une bonne leçon, et à ce stade, le narrateur ne sait même plus ce qu'il est en train de regarder. Mais au final, oui, il regrette vraiment. Seiji transporte les filles parce que Shigeru ne le peut pas, pour des raisons pas si évidentes, mais vous voyez l'idée. Cependant, Shigeru s'évanouit et Kyoshiro pense que la substance de la boisson commence seulement à faire effet. Il espère pouvoir en profiter pour le battre. Il propose alors à Shigeru de rejoindre leur camp, en disant que c'est dur d'être moche parmi tant de gens beaux, et qu'en échange, ils lui offriront de l'argent et des filles en pagaille. Mais évidemment, Shigeru brise ses chaînes comme si de rien n'était, et malgré tout, Seiji est bien plus fort que lui. Les bandits n'en reviennent pas qu'un type aussi moche puisse avoir un sens de la justice. Ils pensent même qu'il jalouse Seiji pour sa beauté. Mais non, rien de plus faux. Ils sont choqués par sa bonté, au point de dire que ça leur donne la nausée. Finalement, la récompense pour Kyoshiro et ses bandits est de 100 000 rira. Ce prix élevé montre à quel point ils ont dû faire des horreurs. Seiji veut partager équitablement la récompense, mais Seka pense que ce serait injuste vu qu'elles ont dormi tout le temps. Seiji se sent coupable, car c'est en croyant bêtement en Kyoshiro qu'il les a mises en danger. Les filles lui disent que s'il a vaincu tous les méchants à la fin, il ne devrait pas se sentir coupable. Seka demande à Shigeru s'il a aussi dormi, et Seiji répond qu'au contraire, il a été très courageux, il l'a protégé tout le long. Du coup, les autres pensent que Shigeru devrait garder l'argent, mais il refuse. Avec un taux de chance de 0,01% pour gagner de l'argent, ce serait du gâchis. Il pense aussi quitter le groupe une fois qu'il aura remboursé sa dette envers Seka. Mais comme il ne peut pas dire ça à voix haute, il prétend être un gaspilleur compulsif et dit que l'argent est mauvais pour lui. Il préférerait que quelqu'un d'autre le gère. Seiji accepte et décide de répartir équitablement l'argent pour que tout le monde améliore ses équipements. Quand elle veut donner sa part à Shigeru, il refuse pour des raisons qu'on connaît déjà. Du coup, Seka lui propose de gérer son argent, car elle dit être millionnaire. Seiji pense qu'elle est aussi impulsive dans ses achats, mais elle trouve ce commentaire cruel. Seiji s'excuse, et Shigeru pense que finalement, lui confier son argent n'est peut-être pas une mauvaise idée. Un peu plus tard, comme Seka a gardé l'argent du protagoniste, elle l'invite à manger. Elle revient avec un hamburger qu'il adore, et on voit qu'elle aime beaucoup qu'on la remercie, pas parce qu'elle veut se vanter, mais parce qu'elle aime faire le bien. Shigeru lui demande si elle adore les hamburgers, et elle répond que oui, elle en a goûté un il y a 2 jours, et elle est tombée amoureuse. Shigeru se dit que si elle en a mangé un pour la première fois il y a 2 jours, c'est qu'elle ne sortait probablement jamais de chez elle dans son ancienne vie. Seka lui demande ses statistiques, et il répond qu'elles sont ennuyeuses et basiques. Elle dit avoir découvert une astuce, si on baisse son apparence, on gagne plus de points bonus. Shigeru est choqué qu'elle sache ça, mais remarque qu'elle n'a pas l'air d'avoir baissé la sienne. Elle dit pourtant l'avoir diminué de 16 points. Shigeru ne sait pas quoi penser. Peut-être qu'elle était magnifique dans son ancienne vie. Elle lui demande s'il la trouve jolie, et il répond que oui. Seka explique qu'il y avait une section note spéciale dans laquelle elle avait écrit « Je veux être jolie ». Shigeru ne savait même pas qu'on pouvait demander ça, sinon,
il aurait demandé à ressembler à un acteur. Mais bon, maintenant, c'est trop tard. Seka voit un chat, ce qui la surprend, car elle n'en avait jamais vu d'aussi près. Shigeru lui dit de le caresser. Elle s'apprête à tomber, alors Shigeru se jette pour la sauver, même si au final, il ne se passe rien. Pendant qu'elle caresse le chaton, Shigeru va pleurer aux toilettes car il comprend enfin, quand elle lui a montré ses mains plus tôt, c'était étrange. En général, on touche son visage quand on veut être beau, pas ses mains. Et vu ce qu'elle a dit plus tôt, elle souffrait peut-être d'une maladie qui l'empêchait de marcher. Shigeru se demande ce qu'elle a bien pu vivre, mais il se rappelle qu'il a le pouvoir de Dieu, et compte l'utiliser de la bonne manière. Un peu plus tard, elle lui demande s'il a mal au ventre parce qu'il tarde à sortir. Il lui répond que non, qu'il arrive. Il pense que si Seka n'a jamais socialisé avant, elle est une cible facile pour les gens mal intentionnés. Quand il sort, elle lui dit que les autres l'attendent. Il se dit alors que grâce à ses pouvoirs, il doit s'assurer qu'elle puisse vivre librement. Une fois réunis, Seiji propose que chacun prenne un rôle dans le groupe pour mieux s'organiser. Lui veut être le héros, bien sûr. Et c'est ainsi que le groupe se forme, Seiji, le héros, Seka, la mage, Shigeru, le combattant épique, et Rizu, la chasseuse. Tous sont ravis. Seka veut prouver sa valeur en tant que mage, même si avant, elle voulait être héroïne. Shigeru la félicite pour sa tenue, ce qui la rend heureuse. Leur prochain objectif est Valria, la plus grande ville de la région. Mais avant ça, Seiji leur recommande de ne pas dépenser au-delà de 3 riras par dessert, et bien sûr, c'est Seka qui souffre le plus de cette règle, car elle adore dépenser. Ils se donnent rendez-vous le lendemain matin. Shigeru encourage Seka à parler avec sa première amie, Rizu. Celle-ci l'invite à sauter à la corde, et comme la blonde accepte, elles vont se changer. Shigeru est content, mais explique qu'en réalité, elles étaient parties acheter des armes. Seka ne voulait pas d'armes lourdes, alors elle a choisi un nunchaku. Shigeru a préféré lui faire choisir une corde, et le vendeur a validé, c'est une arme discrète et mortelle à la fois. Il lui montre comment sauter pour éviter qu'elle ne se blesse. Plus tard, elle veut enseigner à la blonde, qu'elle ne connaît pas encore. Seka ne connaît même pas son nom, elle a peur d'être rejetée. Shigeru lui donne un conseil, et on revient au présent où Seka apprend à la blonde à sauter. Elle lui donne des conseils, et la blonde s'en sort très bien. Mais elle dit que ses cheveux la gênent, peut-être qu'elle les coupera. Seka pense que ça lui irait bien, mais aime ses cheveux bouclés. Elle lui demande son nom. La blonde est surprise. Seka dit qu'elle a inventé un surnom pour elle, un mot délicat, Rizu. La blonde reste silencieuse, saute très haut à la corde, et Shigeru se souvient qu'elle n'avait pas une seule blessure après le premier combat. Elle est clairement exceptionnelle physiquement. Même les gens autour lui demandent si elle est une athlète. Seka veut continuer à lui parler, mais tout le monde la pousse pour parler à Rizu, alors elle se met à pleurer. Shigeru intervient, mais les autres croient que c'est un harceleur et veulent appeler les gardes. Rizu précise que c'est un camarade et lui dit qu'elle voulait juste être heureuse en sautant à la corde. Il pense que dans ce cas, elle pourrait au moins lui répondre, car être ignorée, c'est horrible. Rizu s'enfuit en courant. Le soir venu, elle laisse une lettre à Seka. Elle s'excuse, la remercie pour le surnom, et dit qu'elle veut bien devenir son amie. Seka est super heureuse, mais Shigeru sait que Rizu est revenu pour lui parler en personne. En privé, elle lui présente ses excuses. Il est surpris qu'elle puisse presque flotter. Et elle lui révèle qu'elle sait qu'il ne s'appelle pas Sasaki, mais Shigeru Yoshioka, et que c'est lui qui a sauvé Seiji. Shigeru est surpris par cela, mais il continue à jouer la comédie en demandant à Rizu pourquoi elle pense cela. Elle lui dit qu'elle a choisi la capacité spéciale de lire les fenêtres de statut des autres personnes, et qu'elle peut voir leur vrai nom, leurs statistiques, ainsi que ce qu'ils ont écrit dans la note spéciale. Shigeru panique en réalisant qu'elle a lu ces notes, qui le font passer pour un incel frustré, et se frappe le visage en lui demandant ce qu'elle veut. Elle lui répond que cela concerne Seka et lui demande s'il a compris que son corps était paralysé dans sa vie précédente. Il confirme, et alors Rizu révèle soudain que c'était elle qui avait brisé Seka dans sa vie passée, et qu'elle est ici pour expier ses péchés. Shigeru est curieux et lui demande ce qu'elle a fait à Seka. Rizu répond que, dans sa vie précédente, elle faisait partie d'un programme visant à changer la vie des gens. Seka était l'un des enfants avec lesquels il travaillait, et elle voulait sincèrement qu'elle ait une vie meilleure. Cependant, une explosion s'est produite un jour dans leur bâtiment et Seka a été gravement blessée. Rizu se met à pleurer en disant qu'elle n'a pas réussi à empêcher l'accident et à sauver Seka. Elle a regretté l'incident, qui était survenu à cause de malentendus entre les personnes qui y travaillaient, et pour éviter que cela se reproduise, elle avait écrit dans sa note spéciale qu'elle voulait mieux connaître les gens. Shigeru comprend que c'est la raison pour laquelle Rizu a obtenu le pouvoir de voir le statut des autres. Il lui demande quel était ce programme, et elle lui dit qu'il avait un lien avec l'intelligence artificielle. Son histoire rappelle immédiatement à Shigeru que l'entreprise de Seiji avait fait faillite à cause d'un programme d'IA qui avait échoué à la suite d'une explosion, et il demande à Rizu si elle parle de ça. Elle confirme, révélant qu'elle est en réalité la sœur de Seiji, mais qu'elle a complètement changé de comportement et de personnalité ici, donc il ne pourrait pas la reconnaître.
Shigeru a toujours des doutes sur son histoire, mais Rizu lui dit qu'elle ne peut pas mentir, car c'était le prix à payer pour obtenir sa capacité spéciale. Elle sent que leur arrivée simultanée dans ce monde n'est pas une coïncidence et que leur destin était déjà lié dans la vie précédente. Elle sait que Shigeru essaie de rendre Seka heureuse et de guider Seiji pour qu'il devienne un meilleur aventurier, et elle lui demande de la laisser l'aider. Shigeru lui dit que Seiji et Seka sont trop purs de cœur et qu'ils ont besoin de son soutien pour rester en sécurité dans ce monde. Il accepte de travailler avec Rizu, et elle fait un geste honorable en se coupant les cheveux pour montrer sa détermination. Shigeru est confus, car cela n'avait absolument aucun intérêt, mais Rizu lui dit que Seka lui avait dit qu'elle était jolie avec les cheveux courts. Quoi qu'il en soit, ils scellent officiellement leur pacte pour pouvoir aider leurs deux autres amis. Le lendemain matin, ils se préparent à partir pour la capitale, et Shigeru organise un étrange hybride de tortue et de chèvre pour transporter leurs bagages. Rizu est la dernière à arriver et est émue aux larmes quand Seka lui dit qu'elle est jolie avec les cheveux courts. Ils commencent ainsi leur voyage et rencontrent rapidement un groupe de monstres. Seka en élimine un avec sa magie de glace, et lorsqu'un autre monstre l'attaque, Seiji la protège tandis que Rizu couvre leurs arrières. Ils se débarrassent rapidement des monstres, et Seka montre ses talents de magicienne à Shigeru, qui ne peut qu'acquiescer qu'elle est douée. Seiji remarque alors que le soleil se couche et propose de trouver un endroit pour camper, et tout le monde est d'accord. Ils se dirigent vers la ville de Valeriae, parce que Seka voulait de l'aventure, ils ont choisi de grimper à travers les montagnes pleines de monstres dangereux et sans auberge où séjourner. Heureusement, ils trouvent un tronc d'arbre creux où ils peuvent se reposer pour la nuit, ce qui excite Seka. Seiji lui demande si elle préfère ramasser du bois de chauffage ou aller pêcher, et Seka déclare avec assurance qu'elle attrapera le plus gros poisson de la rivière, mais accroche maladroitement sa propre robe d'abord. Shigeru réussit à la décrocher, puis l'emmène pêcher, mais ils doivent attendre que le poisson morde à l'hameçon. Soudain, Seka commence à parler du fait qu'elle est une pleurnicheuse et qu'elle veut devenir plus mature et posée. Shigeru lui dit qu'il n'y a en réalité pas besoin de ça, car pleurer n'est pas une mauvaise chose. Il lui explique que les gens ne pleurent pas seulement parce qu'ils sont tristes, mais aussi quand leur cœur est rempli d'autres émotions qu'ils ne peuvent pas contrôler. Il se souvient de son passé en disant que les gens perdent progressivement la capacité de pleurer, ce qui les empêche de devenir plus forts. Il dit à Seka qu'au lieu d'apprendre à ne pas pleurer, elle devrait apprendre à comprendre ce qui touche son cœur. Seka en est émue aux larmes. À ce moment-là, Rizu arrivait, en apprenant qu'ils n'ont encore rien attrapé, elle tire simplement sur quelques poissons dans la rivière et les donne à Seka. Elle court avec enthousiasme jusqu'au campement pour les donner à Seiji. Pendant ce temps, Rizu dit que Seka semble toujours heureuse quand elle est avec Shigeru. Elle croit qu'il est une personne capable de faire sourire facilement les autres et que le groupe sera en sécurité à plus d'un titre avec lui. Shigeru est troublé par ces paroles, mais décide de retourner au camp. Rizu l'arrête et lui demande de ne révéler son identité à personne, car cela pourrait briser leur groupe, et il accepte sa demande. Bientôt, ils rejoignent le camp où Seiji et Seka ont déjà commencé à cuisiner. Alors qu'ils s'installent pour manger, Seka imite les manières de Rizu tandis que Shigeru demande à Seiji ce qu'il pense de l'objectif final de leur voyage. Seiji devient sérieux et répond qu'ils n'ont pas encore de but final. Atteindre Valeria est leur objectif immédiat, et ils prévoient d'en apprendre davantage sur ce monde et ses problèmes pour déterminer ce qu'ils doivent faire. Shigeru est impressionné par sa logique, lorsqu'il entend soudain un bruit venant des buissons. Une femme gravement blessée et épuisée sort de la forêt et s'effondre sous les yeux du groupe de Shigeru. Dans ses rêves, la femme repense à sa fuite face à des bandits. Bien qu'elle ait été réincarnée dans ce monde, elle n'a pas pu se défendre contre eux, et elle a blâmé ses notes spéciales pour ça. Dans sa vie passée, elle était discrètement laide, et son petit ami l'a quittée pour une fille jolie. Tout son entourage se moquait constamment d'elle, et la femme a fini par détester les jolies filles pour cette raison. Soudain, son rêve s'interrompt et elle se retrouve au camp, avec Seiji qui prend soin d'elle. Il lui dit qu'ils ont nettoyé ses blessures et appliqué les premiers soins. Seka arrive alors avec de l'eau chaude pour la nettoyer, et la femme tressaille parce qu'elle déteste à quel point Seka est jolie. Seiji lui dit que c'est Seka qui a lancé la magie de soin sur elle, mais cela ne change pas son attitude. Elle devient encore plus irritée lorsque Seka essaie de lui parler et demande à Seiji de l'approcher du feu. Seka est attristée, mais Shigeru veut qu'elle comprenne qu'il ne faut pas envahir l'espace personnel d'un inconnu dès la première rencontre. De plus, il veut qu'elle reste loin de la femme manchotte, car il connaît la vérité à son sujet. Plus tôt, lorsque la femme s'était effondrée, Seiji lui avait demandé d'aller chercher de l'eau. Shigeru s'était précipité vers la rivière, mais Rizu l'avait arrêté, et le regard sur son visage lui avait fait comprendre que quelque chose clochait. Elle lui avait dit que cette femme était une réincarnée comme eux, et que sa note spéciale était très dangereuse. Elle avait écrit qu'elle ne pardonnerait jamais les jolies filles et les tuerait brutalement. Ils étaient tous deux persuadés qu'elle visait Seka. Revenons au présent. Seiji réconforte la femme, qui se présente sous le nom de Reia. Il lui demande si elle veut de la nourriture et elle accepte volontiers. Mais lorsque Seka lui tend un bol, la haine en elle commence à déborder. Reia essaie d'atteindre son arme, mais heureusement, Rizu l'avait déjà prise et la surveille en permanence. Shigeru la surveille aussi pour intervenir si nécessaire.
Seiji et Seka, eux, ne se doutent de rien. Seiji demande à Reiya comment elle a été blessée et elle lui répond que des gens ont tendu une embuscade à leur groupe et qu'elle a été séparée de ses amis. Shigeru se demande quelle part de cette histoire est vraie. Mais Seiji la croit et lui propose de la protéger jusqu'à Valeria. Elle accepte avec plaisir. Mais lorsque Seka lui dit de faire confiance à leur chef de groupe, elle s'énerve encore et se blesse au bras. Seiji lui demande de se calmer, mais Reiya lui dit qu'elle doit aller à la rivière. Elle demande à Seka de l'accompagner, mais Seiji propose de le faire lui-même. Reiya répond qu'elle comptait en réalité se baigner, et qu'il doit être un vrai pervers s'il veut l'espionner. Seiji est embarrassé, et Seka lui demande innocemment s'il est un pervers. Il est assommé par les dégâts émotionnels. Alors que Shigeru se lève pour le réconforter, Reiya lui dit que s'il s'approche à moins de 3 mètres, elle criera. Il répond qu'il ne veut pas s'approcher d'elle de toute façon. Soudain, Rizu arrive et propose de l'accompagner à la rivière. Mais, comme elle ne peut pas mentir, elle ne peut pas cacher ses vraies expressions non plus. Shigeru souhaite qu'elle cache au moins son intention meurtrière, car cela effraie Reiya, qui insiste pour que Seka l'accompagne. Seka accepte sans problème et lui rend même son arme en cas d'attaque de monstre. Shigeru panique, car cela la mettra en plus grand danger. Mais Rizu les suit pour protéger Seka. Shigeru commence aussi à les suivre, mais Seiji l'arrête, disant qu'il doit respecter l'intimité des femmes. Il répond que Reiya est dangereuse, et Seiji admet que le charme d'une femme adulte est effectivement dangereux. Shigeru n'a pas envie d'entendre ces bêtises, mais il ne peut pas s'éloigner sans éveiller de soupçons. Il commence donc à faire des allers-retours à toute vitesse pour surveiller Seka. Seka est étonné de le voir presque flou, mais Shigeru lui dit qu'il doit être fatigué et qu'il a des hallucinations. Il lui conseille de se reposer et lui lance un sort de sommeil, l'endormant rapidement. Il se rend ensuite à la rivière et surveille Reiya, qui pointe soudain son épée vers Seka. Seka est choquée et lui demande si elle a fait quelque chose pour l'offenser. Reiya lui répond qu'elle n'a rien fait et qu'elle est une gentille fille, mais qu'elle ne peut pas désobéir à ce qu'elle a écrit dans sa note spéciale. Elle lui explique qu'elle a juré de tuer toutes les jolies filles, car elles ont ruiné sa vie sur Terre. Elle a donc juré de se venger en arrivant dans ce monde. Elle a rejoint plusieurs groupes d'aventuriers, tuant les jolies filles avant de fuir vers un autre groupe, mais ils ont fini par la rattraper. Elle dit à Seka que c'est son tour de mourir aujourd'hui. Mais alors qu'elle s'apprête à l'attaquer, Rizu tire sur son épée et la fait tomber de ses mains. Elle repousse Reiya, et alors qu'elle essaie de récupérer son arme, Shigeru arrive et lui attrape la main. Elle lui dit de la lâcher, mais il dégaine son épée et lui dit qu'elle ne pourra pas fuir cette fois. Soudain, une lumière éclatante les aveugle tous. Ils se demandent ce qui se passe, et en regardant vers la source, ils découvrent que c'est Seka, transformé en un véritable ange. Shigeru est choqué de voir qu'après Seiji, leur groupe compte une autre personne capable de se transformer. Seka commence à flotter vers Reiya en lui disant qu'il n'est plus nécessaire de souffrir. Reiya, de son côté, la menace de s'éloigner si elle ne veut pas mourir. Mais son bras coupé se met à lui faire terriblement mal et elle s'écroule au sol. Seka lui demande si elle veut blesser les gens et Reiya répond que non, mais qu'elle ne peut pas aller contre ce qu'elle a écrit dans ses notes spéciales. Shigeru a aussi pitié de la pauvre fille, devenue Jeffrey Dahmer au féminin à cause de ses notes spéciales. Mais Seka croit qu'il doit bien y avoir un moyen de tout changer. Elle flotte jusqu'à Reiya, qui repousse ses mains. Alors Seka prie pour que sa douleur cesse. Soudain, une lumière jaillit de ses mains et le bras coupé de Reiya repousse instantanément. Reiya est émue de revoir son bras, et Shigeru est sous le choc, car même en tant que dieu absolu, il ne peut accomplir de tels miracles. Seka révèle alors qu'elle avait écrit dans ses notes spéciales que si ses amis souffraient un jour, elle voulait devenir un ange pour les guérir et leur rendre ce qu'ils avaient perdu. Reiya se met à pleurer en réalisant que Seka la considère comme une amie. Puis Seka commence à parler de sa vie passée, elle dit qu'elle avait une horrible cicatrice sur le visage et avait même perdu un œil, et qu'elle ne souhaite à personne de vivre ça. Elle avoue ne pas pouvoir guérir les blessures émotionnelles de Reiya mais pense qu'ensemble, elle pourrait trouver un moyen de les soigner. Cependant, Reiya lui dit de s'éloigner en la traitant de laide. Elle a soudain une révélation sur sa situation, elle dit à Seka que son visage en pleurs et que, pour cette raison, elle n'est plus sa cible. Elle s'enfuit en laissant Seka confuse et blessée. Rizu décide de poursuivre Reiya pour voir ce qu'elle va faire. Seka reprend soudain sa forme normale et s'effondre, mais heureusement Shigeru la rattrape. Pendant ce temps, Reiya trouve un endroit isolé et grave quelque chose sur un arbre avant de tourner son épée vers son visage. Mais Shigeru arrive en courant et lui fait lâcher l'épée, car Rizu l'avait prévenu qu'elle essayait de se crever les yeux pour que ses notes spéciales cessent de fonctionner. Reiya lui demande s'il est là pour la tuer, mais Shigeru lui répond qu'il n'est pas tombé aussi bas. Il lui dit que si elle se blesse aux yeux, Seka sera triste, mais qu'il comprend ses raisons. Il lui propose donc un marché, elle perdra seulement la vue sans perdre ses yeux. Reiya demande comment il peut faire ça, et Shigeru lui montre sa technique ultime d'élément ténèbres, le saut souterrain des 5 doigts, capable de sceller un de ses 5 sens tout en la rendant plus forte. Elle lui demande qui il est pour posséder de tels sorts, et Shigeru répond qu'il est juste un commerçant à court de nourriture. Il lui dit que ce sort est sa meilleure offre, car il la rendra aveugle sans blesser ses yeux.
Il ajoute que le sort durera jusqu'à ce qu'il soit annulé par un puissant sort de lumière, ce qui ne risque pas d'arriver de sitôt. Reiya lui demande pourquoi il va si loin pour Seka, supposant que c'est parce qu'elle est jolie. Shigeru lui répond qu'il n'est pas si superficiel et avoue qu'il a un peu raté ses notes spéciales. Au début, il ne faisait confiance à personne, même pas à son groupe. Mais Seka a été gentil avec lui malgré son apparence. Il veut simplement lui rendre sa dette. Reiya lui dit que ça doit être agréable d'être dans une bonne équipe. Shigeru lui propose de les rejoindre, car Seka l'acceptera en connaissant son histoire. Elle refuse, disant qu'elle a trop péché et qu'elle veut tracer sa propre route. Mais elle accepte son marché, et Shigeru la rend aveugle. Plus tard, il retourne auprès de Seka, qui vient de se réveiller. Il lui raconte comment son pouvoir a régénéré le bras de Reiya et elle est ravie à l'idée de pouvoir aider beaucoup de gens. Mais Shigeru lui conseille de garder ce pouvoir secret, car il est trop précieux. Elle ne comprend pas, alors il lui explique que dans les histoires, on vole toujours ce qui est précieux, et que son don entre dans cette catégorie. Seka est un peu attristé d'entendre ça, et Shigeru renforce son avertissement en lui disant que Reiya a essayé de la tuer parce qu'elle est jolie. Il lui dit de se protéger des mauvaises personnes. Seka demande quoi faire. Shigeru lui dit de ne pas douter de tout le monde, mais de prêter attention au comportement des gens pour savoir s'ils sont amis ou ennemis. Seka est enthousiaste en entendant ça. Shigeru ajoute que si elle tombe malgré tout sur quelqu'un de dangereux, elle doit crier son nom et il viendra aussitôt. Il lui dit qu'elle peut se permettre d'échouer une ou deux fois, car il la soutiendra. Seka est ému, lui tend la main pour sceller leur accord, et malgré la douleur énorme qu'il ressent en la touchant, Shigeru la serre doucement sans lui faire mal. Le lendemain, Shigeru dit à Seka que Reiya est partie dans la nuit et qu'elle a laissé un message pour elle. Il emmène tout le groupe à l'arbre où Reiya avait gravé ces mots. Dans ce message, elle remercie Seka de l'avoir guérie physiquement et émotionnellement et lui promet de l'aider si elle se recroise. Seka est émue en lisant ça. Seiji regrette de ne pas lui avoir dit au revoir, mais Shigeru assure qu'elle est partie heureuse pour trouver sa propre voie. Après cela, ils reprennent leur route vers la ville de Valria. Tandis que Seiji et Seka se réjouissent de découvrir un nouvel endroit, Rizu repense à la conversation avec Shigeru la veille, il lui avait expliqué qu'il avait pris la vue de Reiya pour qu'elle n'attaque plus les filles, et cela l'avait surprise. Elle était encore plus étonnée par la transformation de Seka, que ses notes spéciales ne mentionnaient pas. Pendant ce temps, celle de Seiji donnait des détails longs et embarrassants sur son processus de transformation, rien que d'y penser donnait des frissons à Rizu. Shigeru lui avait demandé de tout écrire car il voulait savoir si Seiji avait une faiblesse qui pourrait poser problème plus tard. Rizu était mortifié par cette tâche mais l'a acceptée. Shigeru lui a dit qu'elle pouvait prendre son temps, tant qu'il avait ses infos avant que Seiji ne décide de leur objectif de voyage. Il lui rappela que Seiji avait dit vouloir découvrir le monde avant de se fixer un but. Shigeru, lui, avait déjà une idée, il voulait que Seiji devienne roi. D'après les dires de l'arnaqueur Kyoshiro, même des gens d'un autre monde pouvaient devenir rois ici. Il dit à Rizu que Seka est innocente et ne connaît rien au vrai monde, alors que Seiji connaît son côté sombre tout en gardant un cœur pur. Pour lui, avoir Seiji comme roi aiderait vraiment les gens comme Seka. Rizu lui dit qu'il pourrait faire ça aussi, mais Shigeru répond qu'avec son faible revenu, son royaume serait le plus pauvre et qu'il n'est pas fait pour diriger. Seiji, en revanche, a ce charisme qui fait que les gens le suivent naturellement. Dans le présent, Shigeru et Rizu forment une équipe avec un objectif différent du reste du groupe. Ils veulent que Seiji et Seka gagnent un maximum de niveaux. Ce n'est pas difficile car une énorme horde de monstres se dresse devant eux. Seiji dit qu'ils vont traverser la horde pour atteindre la porte de la ville. Mais en courant, il s'arrête brusquement pour refaire ses lacets. Même si ses chaussures ont autant de lacets que de zéros sur mon compte en banque, Seka le croit et continue de courir. Shigeru la suit et crée un mur de vent pour la protéger des monstres, puis regarde derrière et voit Seiji crier comme Goku pour se transformer en ange super saiyan. Shigeru trouve que l'histoire des lacets était inutile pour ça. Mais il se souvient que ses vêtements se déchirent à chaque transformation et qu'ils coûtent cher. Heureusement, Seiji y pense aussi, il enlève ses habits chers, les plie soigneusement, et recommence à crier. Pendant ce temps, Shigeru trouve des ruines pour les mettre à l'abri, mais les monstres escaladent les murs. Rizu propose de les frapper pour les faire tomber, et Seka suit son conseil. Shigeru invoque les bénédictions du dieu tout-puissant pour augmenter leurs statistiques. Il crée ensuite des golems de boue pour retenir les monstres sans les tuer. Il regarde alors où en est Seiji et, à sa grande déception, il crie encore, il lui faut de la colère pour se transformer et il n'en a pas soudain, il repense au jour où un stagiaire a marché sur sa chaussure, et cette colère lui permet enfin de se transformer sans déchirer ses vêtements. Il descend alors en courant et Shigeru se demande à quoi servent ses ailes s'il court. Seiji grimpe sur les ruines où se trouve le reste de l'équipe. Il se présente comme un aventurier errant du nom de héros aldéan, puis saute pour anéantir les monstres avec ses pouvoirs spéciaux. Seka est impressionné, mais Rizu se retient de vomir devant tant de gêne. Pendant ce temps, Seiji continue d'affronter les petits monstres, mais quand un énorme golem de pierre se présente, il active son pouvoir de vol et utilise ses autres techniques. Ainsi, il élimine tous les monstres, puis disparaît avant de revenir sous sa forme normale.
Seika ne doute pas un instant qu'il était Aldin et lui raconte à quel point le héros était incroyable. Seiji est content et attend les éloges des autres. Shigeru se demande alors s'il est vraiment sage de transformer cet idiot narcissique en roi.